Voilà, je voulais donner la parole à notre présidente, Hélène Lacassagne, pour une petite intervention de départ. Merci Hélène, à toi la Bien, parole. bien, bonjour. Alors, ce sera une intervention très brève. Je vais d'abord vous remercier toutes et tous d'être présents pour ce temps-là, qui est un temps d'échange et de débat et de réflexion essentiel dans le contexte politique que nous traversons. Merci et bonjour à Erwan Lecoeur. Merci d'abord d'être dans ce compagnonnage avec la Ligue, puisque tu fais partie de notre conseil scientifique. Et puis merci de nous consacrer ce matin ce temps en amont de la réflexion du Comité national de lutte contre les idées de l'extrême droite. Euh, Fidèle à son histoire, la Ligue de l'enseignement prend soin de notre démocratie. Elle joue son rôle de fabrique de citoyens, laïque et apartisane, mais elle prend soin de notre démocratie. Donc aujourd'hui, le thème de nos échanges, il est extrêmement important compte tenu de ce que nous traversons, de ce que notre pays traverse aujourd'hui, avec un débat politique extrêmement euh, comment euh, qui nous renvoie à la bataille culturelle qu'il faut aujourd'hui conduire, qu'il faut aujourd'hui livrer pour l'émancipation de toutes et tous, qui nous incite à rechercher quels sont les contre-argumentaires dont il faut que nous nous outillions, qui nous renvoient aussi au levier d'action qu'il nous faut aujourd'hui mobiliser pour prendre soin de la démocratie, et puis, euh, et puis qui nous incite aussi à ouvrir des perspectives pour renforcer les alliances sur le terrain, renforcer les mobilisations sur le terrain de toutes celles et tous ceux qui sont attachés à l'exercice de la démocratie dans la République. Donc voilà les thématiques. Cet après-midi en comité national, nous y reviendrons pour jouer ce rôle important d'un comité national, qui est de faire des propositions au conseil d'administration sur des modalités à penser et mettre en œuvre, ou voir sur des textes qui peuvent devenir des textes de référence. Donc, je ne continue pas plus longtemps cette intervention. Il est préférable, là, pour ce matin, que nous ayons vraiment le temps d'entendre Erwan Lecoeur, et je propose de lui passer la parole tout de suite. Voilà, donc à toi la parole, Erwan. On te laisse le temps de présenter ton matériel pour accompagner ton intervention. Et déjà, pour rappel, on t'a, bon, dans l'invitation qu'on t'a fait, on t'a demandé d'aborder notamment quatre axes, quatre sujets. Mais après, on pourra vraiment aller vraiment au-delà et à travers aussi les interventions des participants, donc notamment comprendre la guerre culturelle et la stratégie des médias, s'équiper des contre-argumentaires solides, retrouver de l'élan et de l'espoir. On va le faire ensemble. Et évidemment, ouvrir des perspectives à l'approche des municipales qui sont très bientôt. Voilà. Donc, assez ambitieux, mais on est là pour ça. C'est en effet assez ambitieux. D'abord, je vais Voilà. vous prie de m'excuser, j'ai une voix qui est un petit peu d'outre-tombe parce que je suis malade depuis hier et ça ne devrait pas trop se sentir à travers l'écran. Donc, je vais essayer de tenir bon pour les 2 heures que nous allons passer ensemble. D'abord, merci pour cette invitation. Comme ça a été relevé par Hélène, je travaille depuis un peu plus d'1 an maintenant, et 2 ans bientôt, avec le conseil scientifique de la Ligue de l'enseignement. Nous sommes une grosse dizaine à travailler sur des sujets proches de celui que nous allons aborder ce matin, pardon. Et donc, dans ce conseil scientifique, c'est vrai que je suis un petit peu entre guillemets, spécialiste de l'extrême droite, sur laquelle j'ai écrit un certain nombre de petits rapports,
de petits documents d'analyse et surtout de propositions. Donc, vous pourrez les retrouver d'une façon ou d'une autre dans les prochaines semaines, je pense. Voilà, mais je vais ici, avec vous, commencer par faire une espèce de retour sur ce qui nous est arrivé ces 30 dernières années, pour le dire un peu rapidement, 30 à 40 dernières années. Je ne vais pas faire trop d'histoire, mais je vais essayer de vous plonger, en effet, comme l'a dit Giacomo, dans la question de la bataille culturelle qui a été menée et de vous amener à comprendre comment cette bataille culturelle est gagnée par un camp politique. Ce camp politique s'est rassemblé pour cette bataille culturelle, très clairement. Hein, le nom même de Front National vient des années 30 et de Maurras. Donc c'est Charles Maurras qui avait imaginé l'idée, au moment des ligues des années 30, qu'un Front National, c'est-à-dire un rassemblement de tous ces gens qui n'avaient pas grand-chose à voir ensemble à l'époque et encore aujourd'hui, ce rassemblement pourrait leur permettre d'accéder au pouvoir, ce qu'ils avaient raté, je vous rappelle, lors des journées de février 34. Et juste derrière, on avait eu le Front populaire de 35 et 36. Donc voilà, ça n'empêche que la Seconde Guerre mondiale a ensuite permis au régime de Vichy de s'installer et d'avoir quand même des effets non négligeables. Aujourd'hui, depuis une quarantaine d'années, ce que je vais vous présenter, c'est donc je vais vous partager un document que vous pourrez avoir ensuite. Donc, ce n'est pas la peine de prendre plein de notes pendant que je vais aller assez vite pour qu'on ait du temps de discussion à la fin. Mais j'ai un document qui est assez complet et qui permet de dérouler un petit peu les différents points qu'on a évoqués ensemble. Donc, je vais mettre le document et puis je vais le partager. Si à un moment, il y a quelque chose qui n'est pas du tout compréhensible dans ce que je vous raconte, n'hésitez pas à m'interrompre. Et sinon, gardez plutôt vos questions, comme ça a été dit, plutôt pour la fin où on pourra rebrosser un tableau global. Voilà, donc je vous partage ce document, hop, que j'ai mis ici, voilà. Donc ce document est issu, alors j'espère que vous le voyez, est-ce que c'est bon? Oui, merci. Voilà, ce document est issu du mix, j'ai mis ensemble plusieurs documents que j'ai depuis très longtemps, évidemment, puisque je fais des formations, je fais des interventions, des conférences sur ces sujets depuis maintenant plus de 30 ans, puisque j'ai soutenu ma thèse sur la question du Front National et de l'extrême droite en 2002, donc ça fait 25 ans maintenant bientôt. J'y travaillais depuis la fin des années 90. Donc vous voyez, on n'est pas loin de 30 ans de travail sur le sujet. Je ne suis pas le seul, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de jeunes qui ont commencé depuis une dizaine d'années. Là, je vais essayer de vous faire ressentir un petit peu tout le poids de toutes ces années passées. Donc, la question liminaire, la question principale, l'extrême droite, je pose comme cela, pourquoi est-ce que ça marche? Et c'est une des questions que l'ensemble des forces, disons, humanistes, dont la Ligue de l'enseignement, mais aussi les mouvements d'éducation populaire en général, mais aussi les mouvements dits de gauche et tout un tas d'autres mouvements, se posent cette question depuis une trentaine d'années, plus ou moins fortement. Je dirais que jusqu'il y a environ 5 ans, beaucoup de gens ne se posaient pas vraiment la question. Considéraient que de toute façon, les Français, comme dirait Alain Souchon, n'étaient pas assez cons pour voter pour l'extrême droite. Et donc, une fois encore, ça allait passer et que tout ça se réglerait par soi-même à un moment ou à un autre. Alors, je fais partie des gens qui, depuis maintenant une trentaine d'années, disons bientôt, pensent que ce n'est pas du tout ça qui va se passer, que ça ne va pas passer comme c'est venu, que ça ne va pas disparaître, et qu'au contraire, ce qu'on appelle l'extrême droite, qui est une nébuleuse très large, avec des gens parfois très différents, ce qu'on met derrière ce vocable, c'est la réussite d'une propagande. Propagande, ça vient de propaganda fideo, propagation d'une foi, d'une croyance. Et cette croyance, c'est celle dans une forme de déclinisme, c'est-à-dire le déclin de nos sociétés, de nos civilisations. Et ce déclin, eh bien, ils vont y apporter un certain nombre de réponses. Et c'est ça la force, je dirais, de cette propagande, c'est de dire, vous voyez bien que les choses vont de moins en moins bien pour vous, pour vos proches, pour tout un tas d'autres personnes, pour les gens comme nous, alors que pour d'autres, ça va de mieux en mieux, les très riches, les macronistes aujourd'hui, les immigrés, etc., etc. Et donc, ce déclin, en gros, une fois qu'on l'a posé, qu'on l'a expliqué, ce qu'ils font depuis une trentaine d'années, avec des mots simples, avec des expressions faciles à comprendre,
eh bien, il est difficile de revenir en arrière. Et c'est ça que je voudrais que vous saisissiez, c'est que en réalité, on ne lutte pas contre une vision du monde, c'est-à-dire une idéologie en réalité, avec tous ces aspects religieux ou quasi-religieux, c'est le terme que j'ai utilisé dans ma thèse, avec des symboles, avec toute une propagande des termes, des mots, des expressions, et vous voyez bien que... Et donc une bataille culturelle qui est menée, comme ça a été le cas par les religions au fil des siècles. Eh bien là, on ne s'oppose pas à ce genre de choses, juste en disant ça va passer, c'est pas grave, tout va bien se terminer à la fin. C'est faux, ça ne marche pas comme ça. Une fois que c'est parti, une fois que je dirais, les idées sont posées dans le débat public et qu'elles ne sont pas résolues et que les gens ne semblent pas aller de mieux en mieux et qu'ils n'ont pas l'impression que leur quotidien s'améliore, alors ça va empirer. Je reviendrai sur ce terme. Marine Le Pen ça amène le pire. Voilà, c'est un anagramme. Et donc ça va empirer à chaque fois un peu plus parce que cette idéologie que l'on va appeler une politique du ressentiment s'appuie sur toutes les frustrations, toutes les personnes qui vont sentir qu'elles ne sont pas suffisamment reconnues dans cette société. Et donc c'est une espèce de jeu sans fin dans lequel, une fois qu'on a mis le doigt, on ne peut que très difficilement en sortir, sauf à proposer en face, et ce sera la fin de ma petite introduction liminaire, sauf à proposer en face un processus très important qui pose une autre vision du monde, une autre façon de régler les problèmes et une autre façon de voir le monde, la place des femmes, la place des hommes, la place des jeunes, etc. etc. Bref, une forme d'idéologie, même si ce mot a été galvaudé, a été beaucoup mal interprété au fil des années. Voilà en gros le petit propos liminaire et je vais rentrer dans le propre de ma formation et de ma déclinaison. Rapidement, donc moi j'ai écrit quelques livres sur l'extrême droite que vous voyez là. Après ma thèse, donc un premier livre en 2003, Un néopopulisme à la française, qui reprenait en gros l'idée de dresser en 2003 les quelques années de Front National avec la figure de Jean-Marie Le Pen. Ensuite, j'ai dirigé un dictionnaire de l'extrême droite avec plusieurs autres personnes qui étaient parues chez Larousse. Un livre qui était plus efficient, efficace en 2011 cette fois, le premier 2003, le deuxième 2007, le troisième 2011, sur qu'est-ce qu'on peut faire face au Front National. Donc il y avait l'analyse et aussi quelques exemples de choses qu'on pourrait faire. Et puis l'autre sujet que j'ai abordé dans mes travaux plus tard, c'est la question de l'écologie politique. Pourquoi? Parce qu'il m'a semblé à cette époque que c'était les deux visions du monde qui s'imposaient à la fin du XXe siècle. Après la déchéance, entre guillemets, ou en tout cas l'affaiblissement de la social-démocratie et du conservatisme politique, donc en gros, pour le dire rapidement en France, du PS et du RPR et du MP, il y avait deux visions du monde qui tendaient à s'imposer. Et ça, c'est une vision très sociologique. Hein. Ronald Ingelhardt, dans les années 70, en parlait déjà. Les idéologies post-matérialistes, que sont l'identité, avec l'extrême droite notamment, et le mode de vie et les styles de vie avec l'écologie. Et donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi ça fonctionnait mieux pour l'extrême droite, cette propagande, que pour les écologistes. Voilà, donc j'ai écrit quelques livres sur la question des écologistes en politique que j'ai accompagné aussi parfois, et notamment un petit bréviaire écolo. Et puis le dernier livre que vous voyez en bas, en fait, c'est un numéro de revue qu'on a publié il y a 1 an, et on a 2 numéros déjà qui sont sortis et qui portent le nom de écologie ou barbarie. C'est un peu ça l'idée principale que j'essaie de porter depuis maintenant une trentaine d'années, c'est que pour s'opposer à la barbarie qui monte, et donc clairement cette barbarie, selon moi, est une barbarie dans plein de domaines sociaux et politiques, eh bien, il faut une sorte de vision du monde et que l'écologisme, que les gens continuent d'appeler écologie, l'écologisme, comme le libéralisme, le capitalisme ou le communisme ou le socialisme, eh bien, il y a un écologisme. Simplement, cet écologisme n'est pas servi par des gens qui le prennent suffisamment au sérieux pour en faire une vision du monde qui pourrait redonner de l'espoir. Voilà, c'est un peu ça le propos liminaire général que j'ai essayé de porter avec ces derniers livres donc, qui sont parus, les deux derniers là. L'année dernière, qui est cette année, et un troisième est en préparation pour les mois qui viennent. Le but du jeu de ces livres, c'est de faire intervenir une dizaine de personnes à chaque fois sous forme de webinaire et d'en tirer des articles sur différents sujets, les médias,
le droit, le juridique, l'écologie en termes d'environnement, etc., etc. À chaque fois, on fait intervenir des spécialistes de ces sujets. Voilà pour la petite introduction. En gros, on va passer par 3 grands moments. Le plan que vous voyez en bas, on va faire une sorte d'historique de l'électorat, parce que je ne vais pas vous faire un historique du parti, mais plutôt des différents électorats du Rassemblement national, ou plus exactement du Front national, qui devient un Rassemblement national depuis les années 80. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment 5 électorats différents, et que vous êtes confrontés dans vos activités à certains de ces électorats en fonction de à qui vous parlez, à quel moment, est-ce que c'est plutôt des jeunes, est-ce que c'est plutôt des personnes âgées, etc. Et donc on va essayer d'expliquer un petit peu ça pour comprendre comment ça fonctionne. Deuxième point, je vais essayer de rentrer dans comment et pourquoi ça marche. En quoi l'évolution de l'opinion nous permettrait de comprendre ce qui s'est passé dans l'opinion publique pour qu'aujourd'hui, on puisse imaginer que l'extrême droite soit en route, voire va prochainement gagner les prochaines élections présidentielles notamment. Et donc je terminerai en 3 par cette victoire culturelle et médiatique. Les deux vont de pair. Elle est culturelle, et dans notre société, le culturel passe par le médiatique. Et vous voyez bien vers qui je tourne mon regard. Donc voilà. Donc on démarre, aujourd'hui on est 23 ans, un peu plus de 24 ans après le choc du 21 avril 2002. Moi je soutenais ma thèse à cette époque-là exactement. J'avais écrit dans ma thèse que Jean-Marie Le Pen serait sans doute au second tour, et j'ai soutenu ma thèse le 3 mai, donc après le 21 avril. Et de fait, Jean-Marie Le Pen était au second tour. Donc voilà. Ce qui est plus important, c'est en quoi, dès cette époque, il y avait déjà, je faisais partie des gens qui écrivaient déjà, que si on n'y prenait pas garde, alors ce phénomène allait s'amplifier, et qu'un jour, Jean-Marie Le Pen ne serait pas seulement au second tour, mais sa fille, puisque déjà à l'époque, après 2002, on a vu arriver sa fille, d'abord Marie-Caroline, ensuite Marine, pourrait éventuellement prendre le relais, et elle arriver directement au second tour à chaque fois, ce qui est le cas aujourd'hui. Depuis 2 élections, elle est à chaque fois au second tour face à Emmanuel Macron notamment. L'extrême droite, il y a une inexorable montée du score des Le Pen, père puis fille. En 2002, on est autour de 16-17%. Et en 2017 et 2022, vous voyez ici, là, on est à 33 et 41% au deuxième tour. Donc le score est absolument révélateur, c'est-à-dire il y a plus de 40% des électeurs qui sont déplacés qui ont déjà voté pour Marine Le Pen. En réalité, ce score-là, 41,5%, quand on fait des enquêtes, on voit que 42% des Français en âge de voter ont déjà voté une fois pour Marine Le Pen. Or, on a un problème, c'est que contrairement aux électeurs de gauche ou d'ailleurs, ou écologistes, les gens qui ont déjà voté pour Marine Le Pen ont une très forte tendance à le refaire, à 85%. Donc, on a un vivier potentiel de 42% des électeurs qui peut revoter pour Marine Le Pen. Et donc, si vous calculez bien, il suffirait que le camp d'en face s'abstienne à environ 10% de plus que d'habitude, et Marine Le Pen sera gagnante de l'élection. Les scores du FN, qui est devenu le RN, donc je vous ai mis ici un rapide rappel depuis 1986. À l'époque, on est autour de 10%, on monte à 15% en 97, et puis il y a la scission entre Maigret et Le Pen, là qui arrive en 98-99, ça redescend. En 2007, Jean-Marie Le Pen fait son plus mauvais score. Par contre, Nicolas Sarkozy récupère plus d'1 million de voix du Front National. Et ensuite, c'est Marine Le Pen qui fait remonter les scores en 2017, en 2022, surtout en 2024 avec Jordan Bardella. Voilà pour les scores. Je ne vous apprends rien, je pense que tout ça sont des choses que vous avez suivies. Ce qui est plus inquiétant et intéressant, c'est de voir que les législatives de 2024 montrent quelque chose de nouveau. Auparavant, on pensait que l'abstention était un problème et que c'est ça qui générait un survote ou le fait que le Front National fasse des scores plus importants. En 2024, on voit que l'abstention, ici en gris, baisse entre 2022 et 2024 très fortement, d'environ 20%. Donc on vote beaucoup plus en 2024 qu'en 2022, d'accord? Et ce survote en 2024 profite d'abord au Rassemblement national et ses alliés, ici à 21%, ensuite à la NUPES et enfin à Ensemble. Mais très fortement, d'abord, on passe de 8 points à 21,6 points. Donc, la nouveauté, c'est que l'abstention n'est plus une explication pour le vote, le survote pour le Front National, devenu Rassemblement national.
même quand les gens se déplacent et vont voter, et qu'il n'y a plus que 30% d'abstention au premier tour 2024 aux législatives, eh bien le Front National, Rassemblement National, est quand même en tête au premier tour avec 21%. Les législatives, vous vous en rappelez, c'était il y a bientôt 2 ans. Au premier tour, en tête, on a le Rassemblement National avec Bardella, puis le Front Populaire, puis Ensemble, et tout en bas les Républicains. La participation est moyenne, 66%, mais elle n'est pas extrême. Et au deuxième tour, on a un regain de mobilisation du côté du Front Populaire et de l'Ensemble pour ce qu'on a appelé le fameux Front républicain. Et donc, ce qui fait que le Front Populaire arrive au deuxième tour légèrement en tête, mais au premier tour, au jour d'aujourd'hui, le premier parti de France, très clairement, c'est le Rassemblement national. Et si on ajoute une partie des Républicains, aujourd'hui, qui semble s'orienter pour les municipales, par exemple, dans certaines villes, vers le Rassemblement national, alors on est vraiment dans le premier parti de France, au-delà de 30%. Donc on a plus du tiers des Français, aujourd'hui, qui votent régulièrement pour le Rassemblement national et ses alliés. Ça donnait cette carte de France qui a un petit peu fait peur à tout le monde, où on voit en 2022, en bleu foncé, en gros toujours plutôt l'est de la France, le sud-est, le nord-est et une ligne au milieu. Ça, c'est le vote un peu traditionnel de l'extrême droite. En 2024, ici à droite, on voit que ça prend non seulement tout le sud-est, mais également la Dordogne, etc. Il y a plein d'endroits qui commencent à voter de plus en plus pour le Rassemblement national. Et puis surtout, l'Est est quasiment intégralement en bleu foncé ici. Et ça, c'est nouveau. À ce point-là, c'est vraiment, il y a eu une bascule en 2024. Ça donne ça au niveau de notre Assemblée nationale aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on appelle une tripolarisation du champ politique, qui bloque complètement le système politique français, puisqu'il a été conçu pour une majorité contre une minorité. Or là, nous n'avons plus de majorité. Il n'y a plus du tout de majorité. Éventuellement, sur certains textes, on peut éventuellement trouver une majorité, mais c'est de plus en plus difficile, puisque je dirais la polarisation autour du nouveau Front populaire d'un côté, du Rassemblement national et ses alliés de l'autre, et le jeu un peu étrange, parfois sordide, de la majorité présidentielle de jouer avec les uns ou avec les autres, fait qu'on ne sait plus comment trouver une majorité absolue pour faire voter des textes. Je rappelle qu'elle est à 289 sièges, la majorité absolue. Donc vous voyez, chaque camp, chacun des 3 camps qui est là, est bien loin de la majorité absolue. Pour rappel, en 2023, certaines personnes disaient, mais on ne sait pas quel sera le score du Rassemblement national si jamais on fait la dissolution en 2024, au moment des européennes de juin 2024. En réalité, on avait même un sondage qui était beaucoup plus alarmant que ce qui s'est passé. Fin 2023, on avait un sondage qui disait que le RN pouvait avoir une majorité quasiment absolue avec LR et une partie de l'extrême droite. Donc, il y avait eu ce sondage qui était commandé à l'époque par LR pour savoir si, oui ou non, il fallait faire une alliance avec le Rassemblement national. Et on avait déjà vu dans ce sondage qu'il y avait un risque non négligeable de majorité absolue du Rassemblement national à l'élection législative, si jamais Emmanuel Macron avait la mauvaise idée de dissoudre. Ce qu'il a fait un an plus tard, même pas un an plus tard, 7 mois plus tard, en juin 2024. Donc voilà, donc il n'y a pas l'excuse de on ne savait pas. On savait très bien qu'il y avait un risque non négligeable. On en est là. En Europe également, on en est là. Depuis 2010, là, vous voyez 4 cartes. En 2010, on a 1 ou 2 pays, dont la Hongrie, évidemment, et un peu la Suisse, qui sont en bleu foncé. En 2015, on a quelques autres pays qui commencent, notamment l'Autriche, bien sûr, mais aussi ici, les Pays-Bas. En 2019, on a la Pologne, la Hongrie, voilà, l'Italie. Et en 2024, on a bien sûr l'Italie et la France qui est fortement impactée par une extrême droite puissante, mais aussi la Suède, mais aussi la Finlande. Bref, la question aujourd'hui, c'est qui va être le prochain pays à basculer du côté de l'extrême droite. Cette question, et il y en a une autre derrière, c'est comment est-ce que la Russie de Poutine et les États-Unis de Trump vont pousser à ce qu'il y ait cette bascule pour mettre à mal l'Union européenne, puisque c'est ça, en fait, derrière leur objectif qui est visé, la fin de l'Union européenne. Au niveau des européennes, on avait déjà des signes avant-coureurs très nets. Le Rassemblement national fait le double de tous les autres partis, donc le double de Renaissance, bien plus du double du PS, etc., etc. Il est aujourd'hui le parti qui est largement en tête.
Je vais arrêter avec tout ça, mais pour finir, fin 2024, quand les gens se posent la question de savoir qu'est-ce qui peut se passer à la prochaine présidentielle, fin 2024, il n'y a quasiment plus aucun candidat qui peut gagner face à Marine Le Pen. Au premier tour, elle est en tête, quel que soit le candidat en face d'elle. Et on a, fin 2025, ce sondage de Odoxa qui dit que même Édouard Philippe, qui était un peu celui qui se maintenait autour de 50% contre 50%, aujourd'hui est en déconfiture complète et face à Jordan Bardella, qui est le nouveau potentiel candidat si Marine Le Pen est empêchée de se présenter, eh bien, il n'y a plus un seul candidat qui fait jeu égal avec Jordan Bardella. Donc, vous voyez, Édouard Philippe est à 47%, Glucksmann 42%, Jean-Luc Mélenchon à 26% et Gabriel Attal à 44%. Donc il y a quelque chose qui s'est produit dans notre pays qui fait que désormais, dans les intentions de vote, ce qui ne veut pas dire autre chose que cela, hein, mais quand même, c'est significatif parce qu'il y a plusieurs sondages qui donnent à peu près les mêmes résultats désormais. Dans les intentions de vote, les Français, aujourd'hui, disent qu'ils pourraient donner la présidence de la République à Jordan Bardella, dont, quand on connaît le personnage, on se demande ce qui est arrivé à ce pays. Aux législatives 2024, très rapidement, qui a voté pour qui? En gros, au premier tour, vous voyez, c'est les trois premiers histogrammes ici, 33% à peu près pour le Rassemblement national, 28% pour le NFP et 20% pour la majorité présidentielle. Si on va chez les jeunes, c'est très différent. Chez les jeunes, c'est le NFP qui est largement en tête. Quasiment la moitié des jeunes votent pour le NFP. Quand ils votent, le problème c'est qu'ils votent très peu. Donc les jeunes votent, quand ils votent plutôt encore pour la gauche, mais de plus en plus pour l'extrême droite. Et très très peu pour la droite. Le problème, c'est qu'ils ne votent que très peu. Les ouvriers sont peu nombreux, mais quand ils votent pas beaucoup. Et quand ils votent pour le Rassemblement national, 57%. Les cadres, habituellement votés à gauche et au centre, aujourd'hui c'est encore le cas, mais ils votent de plus en plus pour le Rassemblement national aussi. Et enfin, ça c'est la nouveauté, les retraités qui votaient habituellement à droite, majoritairement, très majoritairement, désormais votent aussi fortement pour le Rassemblement national, pour une question que sociologiquement on connaît, qui s'appelle la cohorte. Que les gens qui votaient, qui avaient 45 ans quand ils votaient pour le Rassemblement national il y a 10, 15 ans, 20 ans, aujourd'hui ils ont 60 ans, 65 ans. Donc ces gens-là ont continué à voter pour le Rassemblement national, et donc il y a de plus en plus de personnes âgées qui votent pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs une des raisons qui va faire sans doute que le Rassemblement national est devenu et va devenir un parti majoritaire dans l'ensemble du champ politique français, parce que les retraités, les personnes âgées, votent beaucoup, beaucoup plus que toutes les autres catégories sociales. Je vous avais dit que je vous ferai rapidement une espèce de point sur les différents électorats du Front National devenu Rassemblement National. Pour faire rapide, dans les années 80, le premier électorat du Front National, c'est ce qu'on a appelé l'électorat droitier, c'est-à-dire des gens qui étaient idéologiquement très proches des idées de Jean-Marie Le Pen, hein, qui avaient peur de la gauche qui était arrivée au pouvoir en 80 avec Mitterrand, qui étaient anti-immigrés. Ces gens-là, sociologiquement, ça pèse environ entre 5 à 10% de la population. C'est l'électorat de Jean-Marie Le Pen, le premier, dans les années 80. Aujourd'hui, cet électorat, on va dire qu'au premier tour, il vote massivement. Il n'est pas très important, hein, 5 à 10%, mais il vote pour Zemmour, pour le dire rapidement. C'est l'électorat zemmourien. Dans les années 90, le Front National ouvre son électorat et attire de nouvelles catégories, ce qu'on a appelé les ninistes, c'est-à-dire les ni droite ni gauche français d'abord. Ce sont des gens qui étaient principalement désaffiliés politiquement, qui votaient plus ou qui votaient pas. Ils votent à ce moment-là contre des phénomènes comme l'insécurité et contre le système. C'est les années 90 avec les affaires, etc. Et on a une progression forte du vote pour le Front National, jusqu'à 15% en 1998, sur une base français d'abord, donc en gros, préférence nationale, et on ne veut plus d'immigration parce que le chômage explose, et donc on veut d'abord bénéficier de tout ce que la France a à nous donner, nous qui vivons ici, et on arrête donc d'accueillir les étrangers, et on arrête de laisser les partis politiques faire ce qu'ils veulent, etc., etc. On a donc ces nihilistes, ni droite ni gauche, français d'abord, c'est une expression inventée par le gendre de Jean-Marie Le Pen, Samuel Maréchal, qui est le père adoptif de Marion Maréchal, et qui à l'époque était donc la branche qu'on va appeler populiste, qui aujourd'hui est très bien incarnée par Marine Le Pen, pour le dire rapidement.
Voilà, il y a plein de branches au sein du Front National déjà à l'époque, il y a une quinzaine de tendances différentes, mais la branche la plus importante, c'est le lepénisme. Et le lepénisme est d'abord un populisme. Il crée un peuple à qui il parle en priorité. Dans les années 2000, on a un troisième électorat qui arrive et qui va permettre notamment à Marine Le Pen d'être élue députée et au Front National de gagner un certain nombre de villes comme Hénin-Beaumont et autres. C'est ce qu'on a appelé le FN du Nord. C'est le FN, c'est le Front National de Hénin-Beaumont notamment. C'est un vote de la France périphérique, de ce qu'on a appelé les petits blancs, qui se considèrent comme laissés pour compte. C'est la crise économique, la crise sociale, le chômage explose, et ces gens-là considèrent que les politiques ne se préoccupent pas d'eux, qu'on les laisse tomber, qu'en gros, on voit à la télé, c'est les années 90-2000, on voit à la télé des gens qui vont bien, l'exemple, c'est Canal+, vraiment, c'est l'exemple prototypique de cette France qui va bien, et ces petits blancs, c'est une expression sociologique qui a été inventée par Max Weber, les white poor trash, les pauvres petits blancs, qu'il avait étudié aux États-Unis à la fin du 19e siècle, qui avait notamment engendré la création du Ku Klux Klan, qui étaient les groupes de petits blancs qui, après la fin de l'esclavage, quand ils avaient perdu leurs esclaves, eh bien, voulaient reprendre la main sur les esclaves, et donc les lynchaient et les mettaient je dirais, en servitude d'une façon ou d'une autre. Eh bien, ces petits blancs, cette sensation-là, on la retrouve dans l'Europe des années 80 et 90. Et c'est un sentiment qui se développe très fortement dans la France périphérique, la France qui ne vit pas dans les grands centres-villes, pas non plus la France au départ de la ruralité, parce que la France de la ruralité, elle a tout un tas d'autres sujets plus importants. C'est la France qu'on va appeler aussi la France des pavillons de banlieue. C'est les gens qui vont quitter les banlieues dans lesquelles ils vivaient bien dans les années 60 et 70, mais où ils vivent de moins en moins bien, et ils veulent leur pavillon de banlieue à l'écart des villes, à 50, 60, 80 km d'une ville. Il n'y a plus de service public, il n'y a plus rien, il faut des voitures pour tout faire. Et ils ont leur pavillon qui tombe en décrépitude au bout de 10 ans, sur lequel ils ont mis toutes leurs économies. Et la plus grande, c'est l'expression que j'utilise régulièrement, la plus grande et la principale fenêtre qu'ils ont pour voir le monde, c'est leur téléviseur. Et c'est la France de la télévision. Et vous voyez bien où je veux en venir. On a évidemment, dans les années 2000 et surtout à la fin des années 2010, la création de nouvelles chaînes de télévision, en 2015 notamment, 2017, avec e-télévision qui devient CNews. On a des chaînes privées qui commencent à devenir de plus en plus importantes. Et donc, on va avoir cette population-là qui va s'informer particulièrement par ces chaînes privées et par, évidemment, également les réseaux sociaux numériques. Les années 2010, on a eu un quatrième phénomène, ce qu'on pourrait appeler l'ouverture mariniste. Mariniste, c'est Marine Le Pen, bien sûr, qui prend la suite de son père en 2011, à la tête du parti. Et elle va réouvrir le parti vers une première, elle va faire un premier tournant qui va être le tournant anti-islam. Son père n'avait jamais mis l'islam sur le devant de la scène. Il avait parlé toujours des immigrés et des politiques, mais pas de l'islam. Pour lui, l'islam ne posait pas de problème, pour une raison simple, il était pour l'Algérie française, et donc il disait en 1958 que l'islam ne posait aucun problème à la France, puisque nous avions un département, l'Algérie, qui était tout à fait intégré et qu'il fallait garder. Donc il n'a jamais mis l'islam comme sur le devant de la scène. Par contre, Marine Le Pen et ses conseillers, eux, ils ont considéré que c'était ça le principal ennemi désormais, c'était l'islam. Ça leur a permis notamment d'attirer de nouveaux électorats. Les femmes, les jeunes, les homosexuels, notamment d'abord chez les hommes, mais pas que, ensuite aussi chez les femmes homosexuelles. Aujourd'hui, Marine Le Pen, dans les années 2010, atteint des scores de 30%, et on voit une progression très importante de scores dans des populations qui ne votaient pas pour le Front National de Jean-Marie Le Pen, donc les femmes, les jeunes, les homosexuels, les juifs, des gens qui sont ciblés spécifiquement par la propagande du Rassemblement national, puisque c'est donc qu'elle va donner en 2018 à son nouveau parti. Donc c'est Rassemblement Marine Le Pen et Front National Jean-Marie Le Pen. Et elle va cibler ces populations parce qu'elle sent qu'il y a là ce qu'on va appeler un relais de croissance important pour toucher de nouveaux électorats et élargir. Ce qui est étonnant là-dedans et qu'il faut bien comprendre, c'est que vous voyez bien que je vous dis électorat numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, et on va arriver à l'électorat numéro 5,
celui des années 2020, celui qui, en 2024, a permis à Jordan Bardella d'arriver bien au-delà de 30% dans de nombreuses villes et de nombreux villages, c'est l'électorat de la classe moyenne, qui ne votait pas massivement pour le Rassemblement national, ni le Front national, bien sûr, auparavant. Les classes moyennes, ce sont les employés du public, notamment, qui vont basculer au moment du Covid et après le Covid. Idem pour les retraités, qui votaient pour le Front national quand ils avaient 40, 40, 50 ans, et qui, 10, 15, 20 ans plus tard, votent toujours pour le Front national, ils sont retraités. Et ils une partie importante de la population, hein, les retraités, c'est 35% environ de l'électorat, parce qu'ils se mobilisent beaucoup. Les juifs, hein, qui sont attirés par le côté anti-islam du Rassemblement national, donc certains juifs, notamment les juifs radicalisés, hein, on va voir en France comment, au tournant des années 2000-2010, il va y avoir une radicalisation d'un certain nombre de groupes organisés pour représenter les personnes de confession juive en France. Il va y avoir une radicalisation chez ces gens-là, mais aussi chez les homosexuels, et notamment tous les homosexuels qui ne se reconnaissent pas dans le mouvement LGBTQI+. Pour le dire rapidement, par exemple, aujourd'hui, le Front national, devenu Rassemblement national, à l'Assemblée nationale, vous avez vu qu'il y a donc plus de 120 personnes élues récemment. Une bonne moitié sont des hommes, et sur ces hommes, une bonne moitié, à peu près la moitié, sont des homosexuels. Et ils ne s'en cachent pas, hein, c'est pas le souci. Mais par contre, ce sont des homosexuels, et d'ailleurs Marine Le Pen s'est entourée d'homosexuels en termes de conseillers depuis très longtemps, hein, depuis Florian Philippot et d'autres. Ils ne s'en cachent pas, mais ils considèrent que le mouvement LGBTIQ+, n'est pas admissible, et qu'en gros, même quand on est homosexuel, on n'a pas à revendiquer quoi que ce soit de spécifique. Ce qui n'empêche pas d'aller chercher très clairement le vote des homosexuels sur une base. Je vais le résumer, donc ne prenez pas au pied de la lettre, mais je vais essayer de résumer. De même que les femmes, de même que les juifs, les homosexuels considèrent que leur principal problème, c'est la menace de l'islamisme et de l'islam en France. Puisque l'islam et l'islamisme va à l'encontre des droits des femmes, des droits des homosexuels et des juifs, dans une vision très, je dirais, polémologique. Polémologie, c'est l'étude des conflits entre les groupes humains. Et bien, dans cette vision-là, les femmes, les homosexuels, les juifs et d'autres catégories vont considérer que leur ennemi principal, et de ce point de vue, Marine Le Pen et ses conseillers ont vraiment réussi quelque chose là que Éric Zemmour a repris ensuite. L'ennemi principal, c'est l'islamisme, l'islam et un certain nombre de musulmans. Donc là, il y a vraiment une orientation très très forte qui se fait jour dans les années 2010 et 2020 et qui va toucher désormais dans les années 2020. On a un livre de Luc Rouban sur le sujet qui montre la moyennisation du vote RN, c'est-à-dire les classes moyennes, notamment du public. Alors évidemment, les gens en uniforme, hein, la police, la gendarmerie, l'armée, tous les gens qui travaillent dans les domaines du secours, etc. On a un nombre on a des scores au-delà de 60% dans ces catégories pour le Rassemblement national, mais aussi à l'hôpital, et notamment les catégories B et C à l'hôpital, qui ont très mal vécu le Covid, qui ont très mal vécu tout un tas d'événements traumatiques ces dernières années, et qui vont trouver dans le vote pour le RN une façon de se revendiquer plus français que les Français. Voilà pour les 5 électorats. Donc, je vous les dresse comme ça en tableau rapide pour que vous puissiez aussi comprendre face à quel type d'électorat vous pouvez être dans telle ou telle situation quand vous allez intervenir sur le terrain. Je vais avancer un peu plus vite. Donc, je vous l'ai dit, Marine Le Pen opère un changement sur la cible principale des attaques. C'est plus l'immigré en général, mais c'est l'islamisme. C'est le premier tournant du marinisme qui va attirer, je l'ai dit, les femmes, les jeunes, homosexuels, juifs, des catégories. Elle va cibler les catégories, ce qu'on appelle du marketing politique. Hein. Et il suffit de voir le programme pour comprendre que, par exemple, il y a une proposition pour que les jeunes de moins de 30 ans ne payent pas du tout d'impôts, quel que soit leur revenu. Et évidemment, on voit bien à qui s'adresse. Les enquêtes du CEVIPOF dans les années 2010-20 montrent l'attirance nouvelle du Rassemblement national pour les classes moyennes et les fonctionnaires. Donc j'ai dit, je parlais de Luc Rouban, hein, je vous ai mis la référence, la moyennisation du vote. Et en 2022 déjà, c'est déjà le cas. Hein, le centre de gravité des droites
se déplace, attire le vote des classes moyennes et supérieures, et on a un vote très très fort chez les gendarmes, l'armée, aussi chez les professeurs, ce qui était absolument impensable il y a encore 20 ans ou 10 ans. Chez les professeurs, on est au-delà de 25% aujourd'hui de vote pour le Rassemblement national. L'électorat du RN aujourd'hui en 2024, donc c'est les soutiens traditionnels, les ouvriers, les employés, les non-bacheliers. Moins les gens ont de diplôme, plus ils votent pour le Rassemblement national. C'est une des principales spécificités de ce vote. Mais aujourd'hui, le socle électoral s'est élargi, et notamment les retraités, les femmes, les moins de 35 ans aussi, la tranche supérieure des revenus qui votent de plus en plus pour le Rassemblement national, alors que ce n'était pas trop le cas jusque-là. Et dans les grandes villes, ça commence aussi à progresser très fortement. Donc là, je parle notamment pour les prochaines municipales. Aujourd'hui, les moins bons scores du Rassemblement national, c'est les cadres et les plus diplômés. Mais là aussi, il a quand même doublé. Même s'il reste plus faible qu'ailleurs, il a quand même doublé. Voilà, je vous ai mis quelques grands chiffres. En gros, les jeunes votent massivement encore pour la gauche plutôt, les plus de 70 ans pour la droite plutôt, et les 50-60 plutôt pour le Rassemblement national. Là, c'est pour les cadres, les employés, les ouvriers. Le Rassemblement national est très fort chez les employés, les ouvriers et désormais chez les retraités également. Il est en tête, notamment chez le retraité CSP-. C'est vraiment là qu'il fait les meilleurs scores. Les salariés du public, on a une hausse très importante. C'est-à-dire qu'on est quasiment à égalité avec la gauche, qui était naturellement, traditionnellement, le vote des salariés du public. Mais chez les salariés du public, catégorie B et C, aujourd'hui, le Front National, Rassemblement National, arrive en tête. Il est en tête, il reste en tête chez les salariés du privé, très long. Le niveau de revenu, eh bien, désormais, le Front National, le Rassemblement National, est à peu près au même niveau dans toutes les catégories, même les plus de 3 000 euros. Aujourd'hui, il y a plus de gens qui gagnent 3 000 euros qui votent pour le Rassemblement national que pour la gauche ou même pour la droite. Ce qui est assez nouveau. Et la constante historique de l'électorat Front National et Rassemblement National, c'est le bas niveau de diplôme. C'est vraiment toujours, et il ne faut pas mélanger les choses. Sociologiquement, il y a beaucoup de gens qui ont un faible niveau de diplôme et qui gagnent très bien leur vie. Les artisans, commerçants gagnent bien mieux leur vie que les professeurs aujourd'hui. Très clairement, en France. Massivement, en tout cas. Eh bien, ces gens-là, qui vont correctement gagner leur vie, voire parfois même très bien, mais qui ont un faible niveau de diplôme, plutôt le bac juste ou inférieur au bac, qui vont voter massivement pour le Rassemblement national. Alors que les gens qui ont un bac plus 3 et plus, eux, vont voter très massivement à gauche, un peu pour la droite, mais massivement pour la gauche. Voilà, les catégories d'agglomération, eh bien, on a les grandes villes qui votent à gauche et les petites villes de moins de 10 000 habitants qui votent massivement à l'extrême droite. Donc, pour les prochaines municipales, il n'y a pas de secret. C'est évidemment dans les villes de moins de 20 000 et de moins de 10 000 que l'extrême droite va essayer d'avoir le plus de maires possible et surtout le plus d'élus pour pouvoir entrer massivement, non seulement avoir les signatures pour la prochaine présidentielle, mais aussi entrer massivement au Sénat. Voilà, la normalisation de l'image de Marine Le Pen, je vais aller vite, mais en gros, vous voyez ici une courbe qui, dans les années 2020, voit l'inversion, c'est-à-dire est-ce qu'elle est la représentante d'une extrême droite nationaliste et xénophobe, ce qui était le cas auparavant, ou est-ce qu'elle est la représentante d'une droite patriote attachée aux valeurs traditionnelles, ce qui est devenu le cas aujourd'hui. De plus en plus, Marine Le Pen apparaît comme capable de prendre des décisions, comprend le quotidien des Français. Ce sont des députés comme les autres, etc., etc. Donc on a vraiment une normalisation accélérée du Rassemblement national et de Marine Le Pen, mais aussi de Jordan Bardella. Je vous passe les images, mais en gros, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'en 10 ans, l'opinion positive a fortement progressé. Et aujourd'hui, j'irai même plus loin, la personnalité politique qui est détestée par les Français aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Ce n'est plus Marine Le Pen et c'est sûrement pas Jordan Bardella qui sont même les personnalités politiques préférées des Français désormais. Donc on a là une inversion qui s'est produite en une dizaine d'années à peu près. Ici, c'est un sondage qui dit à quel point le Rassemblement national, en violet ici, sur tous les sujets quasiment, apparaît comme plus crédible que tous les autres partis politiques. Là, pour le coup, ça a vraiment été un sondage qui a fait parler de lui, à part sur l'écologie, ici, peut-être.
Mais sinon, sur à peu près tous les sujets, ils arrivent quasiment en tête. Écologie, transition écologique, ils sont encore derrière. Mais vous voyez, l'immigration, l'éducation, pouvoir d'achat, santé, sur tous les sujets, ils arrivent en tête en termes de confiance pour agir sur les enjeux suivants. J'avance un peu vite. Il y a un autre phénomène qui est en France assez notable, qui peut-être vous a marqué vous aussi dans vos activités, c'est le fait que quand on demande aux gens la perception de leur positionnement politique, eh bien désormais, il n'y a que 26% des gens qui se classent à gauche. 26%, c'est-à-dire un quart des gens. Alors que 38%, près de 40%, près de 4 sur 10, se classent à droite et à l'extrême droite, dont 10% à l'extrême droite. Ça, c'est tout à fait nouveau. Mais même à droite, il y a 30 ans, la majorité se classait à gauche, très, très largement. Et il y a toujours à peu près 15% au centre. Mais là, il y a eu une bascule, c'est-à-dire que la balance penche vraiment, vraiment très fortement désormais sur l'auto-positionnement vers la droite. Là aussi, c'est une bataille culturelle qui a été gagnée. Alors, si je résume, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous donne un petit peu une visibilité sur les grandes choses qui ont pu faire le succès de l'extrême droite. Premier point, bien sûr, l'effacement du clivage gauche-droite. Au fil des années 90 et 2000, et le 21 avril a été vraiment emblématique pour ça, la montée de l'abstention et le désengagement civique. C'est-à-dire qu'on a une baisse très forte du militantisme politique dans tous les domaines. Vous l'avez évidemment, vous aussi, ressenti dans vos activités. Deuxième point, c'est les politiques qu'on va appeler social-libérales. L'emploi, la croissance, qui sont au cœur de tous les débats et les discours pendant plein d'années, pendant très, très longtemps, avec des gouvernements qui semblent mener à peu près les mêmes politiques, le marché et la compétitivité, et avec un abandon des acquis sociaux, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de gens qui ne vont pas comprendre ce qui est en train de se passer, notamment à gauche. Le troisième point, les affaires. Dans les années 90, on a des lois qui veulent encadrer la vie politique et la manière de faire de la politique, et ça va engendrer plein d'affaires, de détournements de fonds, parce qu'il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de règles, et donc la vie politique était financée de façon un peu tous azimuts, on va dire. Et donc, on a tout un tas de gens, principalement à droite, mais pas que, Alain Carignon, Jacques Chirac, etc. Dans les années 90, ça va être une succession d'affaires de gens qui vont aller en prison, qui vont aller devant les tribunaux, etc. Bon, vous me direz, il y a eu les années 90, mais là, récemment, on a quand même une remontée très très forte d'affaires encore plus importantes. C'est pas juste détourner de l'argent, c'est quand on pense à Nicolas Sarkozy et ses condamnations multiples, quand on pense à Marine Le Pen et les millions d'euros détournés du Parlement européen, sauf que, et il faut bien tenir compte de ça, les affaires en général, qui touchent la droite puis un peu la gauche dans les années 90-2000, vont entraîner un phénomène anti-politique, anti-élite, qui va profiter au Rassemblement national ou au Front national à l'époque. Et ce qui est très très impressionnant, c'est que ça ne va pas toucher les dirigeants et les élus du Front national et du Rassemblement national, ni d'ailleurs ceux de la droite dite décomplexée comme Sarkozy ou d'autres, Fillon et autres, ces dernières années. C'est-à-dire que l'électorat de droite et d'extrême droite n'est plus du tout touché et impressionné par le fait que ces élus, ces champions, puissent piquer dans la caisse. Pour eux, c'est presque normal, tout le monde l'a fait, et donc il serait bien bête de ne pas le faire eux aussi. Et donc on peut observer qu'il n'y a pas de baisse de soutien, et quand on fait des groupes qualitatifs et qu'on va leur poser les questions, on voit bien qu'en fait, la plupart des électeurs du Front National savent que leurs élus du Front National sont au moins, voire plus, touchés par les affaires que les autres, mais ça ne les gêne plus. C'est-à-dire qu'en gros, c'est open bar, on peut tous se permettre, de toute façon, on sait qu'ils y ont tous touché, tous les politiques sont pareils, etc., etc. Et donc, le Front National a bien raison, le Rassemblement national a bien raison de se servir, surtout au niveau de l'Europe, puisque, en gros, on déteste l'Union européenne. Donc là, il y a un vrai phénomène de bascule qui s'est opéré ces dernières années sur cette question des affaires. Ensuite, quatrième point, évidemment, la reprise par différentes forces politiques et sociales des thèmes du lepénisme au fil des années, le problème de l'immigration, la sécurité, qui est la première des libertés, l'identité, etc., etc. À terme, un certain nombre d'électeurs préfèrent tout simplement l'original à la copie, si l'original devient acceptable. Quand on voit l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, il fait campagne avec tout un tas de thèmes qui sont ceux en partie du Front National de l'époque, et il va banaliser tout un tas
de ces thèmes pour la suite. La crise, les crises et l'hégémonie culturelle, c'est le sujet principal pour nous. Nos sociétés ont connu un système crisique, c'est Edgar Morin qui parle de ça. C'est une succession de crises dans tous les domaines qui appellent à des visions du monde nouvelles et des réponses à des questions qui sont existentielles, civilisationnelles, pourrait-on dire. Est-ce que la civilisation va survivre? Est-ce qu'on est dans un effondrement? Etc., etc. Je rappelle, si vous ne l'aviez pas en tête, que lorsqu'on pose la question aux Français, pensez-vous que notre civilisation va s'effondrer dans les années à venir? Donc un effondrement de la civilisation, ils sont 65% à répondre oui. Donc l'effondrement n'est pas juste une idée d'écolo un peu étrange comme ça dans leur coin. C'est pas juste Greta Thunberg et ses amis. C'est 65% des Français qui pensent qu'il y a un effondrement de nos civilisations qui est en cours. Le sondage date de 2019. Vous voyez, même avant le Covid. Si on le refaisait aujourd'hui, à mon avis, on aurait des résultats au moins similaires, voire encore plus grands. Donc, la stratégie de la bataille culturelle de la nouvelle droite. La nouvelle droite, c'est un pan de l'extrême droite. C'est des intellectuels, des semi-intellectuels et des fonctionnaires qui ont créé des petits groupes pour modifier le langage, travailler le vocabulaire, brouiller les repères, et on appelait à la tradition, la nostalgie, etc. C'est une théorie gramscienne. Le gramscisme, c'est Antonio Gramsci, qui était un dirigeant communiste des années 20, qui a été mis en prison par Mussolini, avait écrit les cahiers de prison dans lesquels il expliquait ce que c'était que la question de l'hégémonie culturelle. Avant de gagner les batailles politiques, il faut gagner les batailles culturelles. Et donc, quelque part, cette nouvelle droite, cette extrême droite semi-intellectuelle, a mis en œuvre ce processus dès les années 60 en influençant la manière de parler du Front National et de toute une partie de la droite. Donc ça, c'est vraiment un des éléments très importants à tenir en tête, c'est que encore aujourd'hui, il y a bel et bien une bataille culturelle menée par cette extrême droite, et elle est menée principalement à travers les réseaux sociaux numériques et l'Internet, avec la fachosphère. Ce sont des gens organisés et qui font en sorte que tout un tas d'éléments passent dans les réseaux sociaux pour influencer la population, mais aussi désormais dans les médias et notamment les télévisions privées, mais pas seulement les télévisions privées. On voit bien désormais que ces gens-là, ces éditorocrates, pour le dire rapidement, qui sont plus des journalistes du tout, qui n'ont jamais été des intellectuels, passent leur temps sur les plateaux de télé à commenter absolument tout et tout le temps, avec des éléments de langage qui sont préparés à l'avance et qui sont diffusés pour orienter l'ensemble du débat. Donc ça, c'est un travail qui est fait depuis maintenant plus de 10 ans, de façon systématique, et que, j'ai envie de dire, la gauche en général, les humanistes en particulier, n'ont pas tellement vu venir et n'ont pas tellement combattu. Or, il me semble que c'est là que s'est jouée la bataille culturelle, et donc le fait de gagner cette bataille culturelle, et donc cette bataille culturelle en fait permet de gagner derrière la bataille politique jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Le 6e point que j'ai mis, c'est l'évolution de la société post-industrielle. Je ne vais pas vous embêter avec des grandes théories sociologiques, mais du politique vers le sociétal. En gros, les besoins secondaires deviennent plus importants parce que les besoins primaires sont à peu près remplis. Le fait de manger, d'être logé, etc., sont à peu près remplis dans les années 70 et se développe une forme de consumérisme généralisé, la fétichisation de la marchandise, certains vont parler de ça. Ronald Ingelhardt est le grand sociologue qui a parlé de ça et qui a dit on va voir rejaillir des politiques de l'identité. À partir du moment où on devient tous consommateurs, le pouvoir d'achat et l'identité vont devenir les principaux sujets sur la table. Et vous aurez noté que l'extrême droite fait désormais campagne sur le pouvoir d'achat et sur l'identité, notamment Marine Le Pen en 2022. Et donc le pouvoir d'achat est en réalité un piège tendu par l'extrême droite, puisque ça fait de nous des consommateurs, et en tant que consommateurs, eh bien, on a bien le droit de dire ce qu'on dit et de penser ce qu'on pense. 7e point, c'est les crises économiques, financières, sociales, écologiques. À force de dire qu'on est en crise et qu'il n'y a pas de réponse, pas de solution, il y a un sentiment de déclin et le sentiment qu'aucune force politique n'apporte de réponse adaptée. Sinon, peut-être, cette espèce de combat civilisationnel que le Front National a proposé. C'est la fameuse théorie des 3 paniques, de savoir laquelle des 3 paniques qui est en train de prendre le monde va être mise sur le devant de la scène. Est-ce que c'est la panique sur les problèmes écologiques, sur les problèmes identitaires ou sur le problème économique et social? Et en ce moment, on a l'impression que c'est le problème identitaire qui prend les devants, alors même qu'on sait que le problème écologique et les problèmes sociaux sont quand même un petit peu plus importants pour la survie de l'humanité. Le 8e point, c'est l'absence de vision du monde, d'alternative globale. Après l'effondrement de la vision économiste,
gauche-droite, il n'y a plus d'idéologie. L'écologisme, par exemple, n'est pas suffisant, n'est pas du tout une vision du monde suffisante et portée par, je dirais, un groupe social fort et cohérent, en face d'un néofascisme qui, lui, prend de plus en plus de place. Voilà, je termine là-dessus. Le combat qui est mené entre un certain ordre et des désordres, hein, ça c'est le piège dans lequel on est tombé. Il y a eu la gestion maladroite, voire instrumentale, hein, parfois, des questions sociétales sur l'ethnicité, le genre, etc., par certains gouvernants pour en faire des enjeux de débat public, pour gagner des points de part de marché, on va dire. Hein, le développement des LGBTQI+, la question de l'immigration, la question des identités ont été parfois des combats qui ont été mal menés à tous les sens du terme. J'en prends pour exemple le mariage pour tous, hein, qui a pris un temps fou à prendre une décision et qui a permis à l'extrême droite de se recomposer pendant 1 an dans les rues. Et ça a beaucoup contribué à l'explosion d'une extrême droite à nouveau unie dans les rues comme ailleurs, entre les cathos-traditionalistes par exemple et les identitaires. Ça a été vraiment une erreur dramatique de la gauche hollandaise en l'occurrence, et de Madame Taubira, que de faire traîner ce genre d'affaires et de permettre à l'extrême droite de se recomposer autour de ce totem qui était le mariage pour tous. Évidemment, on a vu derrière se développer les théories venues d'outre-Atlantique sur le wokisme, hein, et le fait qu'il y aurait des gens qui voudraient qu'on ne soit plus ni des hommes ni des femmes, que tout ça est indéterminé, etc., etc. Donc, les questions d'identité, il ne faut jamais l'oublier, sont des questions qui touchent énormément les adolescents. Et quand on est adolescent et qu'on ne sait plus à quel sein se vouer en termes d'identité, eh bien, on peut plonger dans un certain nombre de combats divers et variés qui parfois vont être très malmenés et malmenants. Donc voilà, il y a eu une gestion instrumentale aussi politique, hein. On peut penser au mitterrandisme qui a fait progresser le Front National pour couper la droite en deux. Bref, il y a eu beaucoup de maladresse de la part du camp dit de la gauche. La dédiabolisation, enfin, la normalisation du lepénisme. Marine Le Pen a attiré des catégories et des publics qui étaient éloignés de la politique, hein, qui n'étaient pas affiliés politiquement. Ce n'est pas l'électorat ouvrier au sens traditionnel du terme, c'est l'électorat qui se sent ouvrier, mais qui n'avait pas voté forcément à gauche et qui va directement voter pour l'extrême droite. Hein, mais aussi certaines femmes, des jeunes, je l'ai dit, les homosexuels, les juifs, qui cherchent une réassurance face à un ennemi, et l'ennemi, eh bien Marine Le Pen le dit, c'est l'islam, c'est l'islamisme. Et donc, ça donne un peu confiance d'avoir enfin quelqu'un qui semble être de notre côté pour nous protéger face à un ennemi qu'il a inventé en grande partie, mais qui semble bien là et qui parfois, d'ailleurs, avec les attentats notamment, on a vu une recrudescence de cette volonté de trouver un ennemi commun, ce qu'on va appeler un bouc émissaire. Le développement, 11e point, d'une société médiatique de l'instantanéité, radio, TV, réseaux sociaux numériques, les RSN, hein, qui développe de la malinfo, du fake et du storytelling au service des plus puissants. Il y a dans notre société une montée des conspirationnismes divers qui ont été notamment alimentés par ce qu'on a appelé la fachosphère. La fachosphère, c'est vraiment une organisation. C'est vraiment des dizaines et des centaines de personnes qui alimentent Internet avec des fausses informations, avec de l'émotion en permanence, avec des choses extrêmement clivantes et qui vont ainsi exister, et on le voit avec, bien sûr, Elon Musk ces dernières années, mais ça existe depuis des années, les années 2000 et 2010. Cela fait plus de 20 ans, en fait, que nous sommes déjà plongés dans cette société du fake, du storytelling et du clash. Hein, et les conspirationnismes, j'aurais tendance à dire, moi, que le pire dans tout cela, c'est surtout le confusionnisme. C'est-à-dire que on ne sait plus très bien ce qui est vrai et ce qui est faux dans tout ça. Et donc, on ne sait plus à quel sein se vouer, ni à quel média. On voit bien en ce moment les attaques extrêmement dures contre le service public. Et bien, ça fait partie de cette stratégie du conflit, de mettre en question le service public, comme si le service public n'avait pas beaucoup plus d'intérêt pour avoir de bonnes informations que des télévisions privées qui sont au service quand même de grands capitaines d'industrie. Voilà, j'en termine avec ces différents points. L'extrême droite, comme je vous le disais, a mené un combat culturel
et médiatique. Hein. J'ai mis ici, en résumé un petit peu, là, c'est la sphère Bolloré. Si vous ne la connaissez pas bien, donc vous pourrez retrouver tous les titres de presse, mais aussi, par exemple, les relais les relais qui sont dans les gares, etc., etc. Ce qui explique notamment que quand ils sortent un livre avec leur maison d'édition, qu'ils en parlent dans leurs médias, eh bien, les gens peuvent les acheter dans leurs relais dans les gares. Hein. Et donc, ils ont toute la chaîne marketing pour faire fonctionner l'ensemble des choses. Évidemment, un regain de violence extrême, on en reparlera peut-être, étant donné l'actualité récente, à Lyon notamment, un regain de violence extrême avec des groupes fascistes très clairement et néo-nazis qui désormais prennent les rues à Paris, à Lyon et dans d'autres villes de France. La fachosphère, j'en ai parlé sur Internet, mais aussi les médias, et notamment les médias Bolloré, hein, avec des personnalités extrêmement clivantes, Pascal Praud, Cyril Hanouna, quelques autres. Hein. Et tout cela, vous ne le savez peut-être pas, mais moi, on est un certain nombre à travailler sur la question de l'ultra-droite et du nombre de tentatives d'attentats que cette ultra-droite a essayé de perpétrer ces dernières années. On en compte 17 qui ont été empêchés par les services secrets, qui ont repris de l'activité depuis une dizaine d'années maintenant sur les questions d'extrême droite. Donc on a vraiment un risque non négligeable de, entre guillemets, monter des périls et d'une mini-guerre civile. C'est d'ailleurs un des objectifs de cette extrême droite. Je vais essayer d'aller vite. C'est donc un combat qu'il présente comme un combat de civilisation. Un des exemples, donc là je vous ai mis des affiches qui sont explicites, mais vous avez aussi peut-être entendu parler de Pierre-Édouard Sterrin et de son projet Périclès, hein, qui investit sa fortune de milliardaire dans un certain nombre de domaines, hein, dans les élections, dans la contre-information, le lobbying, etc., etc. Hein, donc Pierre-Édouard Sterrin et Bolloré sont deux parmi d'autres milliardaires et personnes très riches qui mettent leur argent au service d'un projet politique et idéologique très clair. Si on veut essayer de voir des pistes de réaction possibles, et je terminerai un peu par là, de redonner un peu d'espoir. Premier point, quand on analyse ce qui se passe dans nos sociétés, on voit une évolution forte de la montée des angoisses et d'un sentiment de déclin, ce qui provoque des paniques, qui vont servir les idées d'extrême droite. Et donc, par rapport à ça, j'ai envie de dire qu'il faut absolument commencer à travailler cette question du déclin. Pourquoi est-ce qu'on pense que le déclin est irréversible et pourquoi est-ce qu'en gros, on est en train de préparer une société pour les personnes les plus jeunes dans lesquelles il n'y aurait aucun espoir. Vous voyez ici, la France est en déclin et c'est irréversible, c'est 34% des Français. Hein. Donc là, on a un vrai problème de bataille culturelle à mener sur le fait qu'il y a d'autres futurs possibles que l'effondrement, que le déclin ou que l'extrême droite. Ça, c'est le premier point, je dirais, redonner de l'espoir à des catégories qui sont en train d'arriver à la conscience politique. Deuxième point, c'est redonner de la confiance. Pour une raison très simple, c'est qu'on a des enquêtes qui montrent que l'autre sujet principal, c'est les Français sont en colère, de plus en plus en colère, et n'ont plus confiance dans leurs représentants politiques, mais même dans leurs élites en général. Et donc là aussi, il y a un travail à faire, très clairement, à l'égard de ce que c'est que la politique, mais aussi de pourquoi est-ce qu'on a des gens qui sont des professeurs d'université, des scientifiques, des élus, et qui vont avoir en charge un certain nombre de choses. On peut penser aux juges également, hein, la perte de confiance à l'égard de la justice, qui est encore majoritaire en France, mais elle est attaquée de toutes parts. Hein. Il y a une magistrate, Magali Lafourcade, qui l'explique dans un livre très très bien, qui vient de paraître, La justice en procès, qui explique qu'il y a une volonté très claire de la part de l'extrême droite de mettre en doute toutes les instances de confiance dans notre société. Donc là, il y a un vrai travail à faire sur le fait de redonner confiance à des institutions, à des lieux, à des scientifiques, etc. etc. Et là-dessus, j'ai envie de dire, il va falloir aussi qu'une certaine gauche arrête de saper la confiance qu'on peut encore avoir dans un certain nombre d'institutions ou je pense évidemment à l'école, à l'enseignement, à l'université, à la justice, etc., etc. Là, il y a vraiment une responsabilité qui doit absolument être reprise par l'ensemble des gens avec qui vous travaillez. La confiance donc. Troisième point,
le passé. C'est-à-dire qu'il y a une nostalgie qui se dit, en France c'était mieux avant, hein, c'est la fameuse petite expression. Eh bien, cette nostalgie ne concerne pas seulement les gens du Rassemblement national. Et c'est là que nous avons un travail à faire auprès de nos publics cibles. C'est-à-dire que quand vous regardez en 2022, les gens qui sont nostalgiques, c'était mieux avant, ben, c'est une majorité de la France insoumise, c'est une majorité de LV, et c'est 75% des gens du PS. Vous voyez, donc bien plus qu'En Marche, autant pratiquement que LR, et évidemment, il y a des scores extrêmement forts du côté du RN et de Reconquête, hein, qui considèrent qu'évidemment c'était mieux avant, puisque eux, ils considèrent qu'il faudrait revenir à avant, quand les femmes n'avaient pas le droit de vote, etc., etc. Mais ça ne concerne pas que ces gens-là. C'est-à-dire que si vous regardez bien, les électeurs du PS et la France insoumise, c'est-à-dire la gauche, sont eux aussi devenus nostalgiques et sont du coup incapables, parfois, de donner envie de construire l'avenir. L'adhésion aux valeurs autoritaires, c'est pareil. On a la peine de mort, c'est autour de 50% selon les années. L'autorité est une valeur qui devrait être réinvestie. On a besoin d'un vrai chef pour remettre de l'ordre, 80%. Donc il y a la nécessité de redonner de l'attrait et de redonner de l'enjeu, dirais-je presque, un enjeu à la démocratie et au débat d'idées. C'est-à-dire que l'impression que la démocratie, c'est en gros quelque chose, il n'y a pas d'enjeu, c'est pas très important, c'est pas utile, c'est pas nécessaire. Finalement, ça ne permet pas de régler les problèmes. Eh bien, cette vision-là est en train de prendre une place phénoménale, notamment chez les jeunes, hein, notamment chez les jeunes, qui de plus en plus considèrent qu'un régime autoritaire pourrait tout à fait être parfaitement adapté à notre situation. Là aussi, il y a un travail d'éducation populaire à faire sur qu'est-ce que c'est que le débat d'idées, qu'est-ce que c'est que la démocratie, éventuellement en mettant les gens dans des situations où ils n'ont pas de démocratie, où ils ne peuvent plus décider, où ils n'ont pas le choix, et on décide pour eux. Et donc là, il y a un certain nombre de gens qui sont en train de mettre en place des formations sur ces sujets-là. L'adhésion aux valeurs autoritaires, donc disais-je. Autre point, le sentiment qu'on n'est plus chez soi. Hein. Il y a une nouvelle lutte contre ce que moi j'appellerais non pas seulement la xénophobie, mais la mixophobie aussi. C'est-à-dire la peur d'un mélange avec des gens venus d'ailleurs. Hein. Et elle est encore plus forte, cette peur-là, parfois, que la peur de l'étranger. L'étranger, en fait, on en a peur, certes, mais tant qu'il fait les boulots les plus sales et qu'il ne nous embête pas et qu'il n'est pas trop bien payé, finalement, il ne nous dérange pas, l'étranger. Ce qui nous dérange, c'est l'étranger qui va demander l'égalité, qui va éventuellement rentrer dans la famille, etc., etc. Ça, la mixophobie, c'est une des peurs. Et donc là, il y a un travail sur la question de la société multiculturelle qui est évidemment plus riche qu'une société uniculturelle et voire en déclin. Il y a un travail à faire de plus en plus fortement parce qu'on a une augmentation de ce sentiment de ne plus être chez soi. Mais qu'est-ce que ça veut dire être chez soi avec des gens qui viennent d'ailleurs et qui s'intègrent? D'ailleurs, certaines personnes disent nous n'avons pas un problème. Notre problème n'est pas une crise de l'immigration, c'est une crise de l'accueil. Et c'est sans aucun doute de ce côté-là qu'il faut regarder. La perception négative de l'immigration qui est en hausse chaque année, hein, il y a trop d'étrangers en France, c'est 66% des gens. Réduire le nombre d'immigrés n'aurait pas de conséquences, 56%. Donc en fait, vous voyez, c'est pas tellement pour le chômage. Mais par contre, les immigrés ne font pas d'efforts pour s'intégrer en France. On est à autour de 60% des gens. Alors, il y a le problème de l'immigration, hein, qui est une chance ou un problème. Moi, dans les années 90, l'immigration était plutôt une chance dans les milieux de gauche. Elle est devenue un problème, notamment parce que c'est devenu un élément de langage, le problème de l'immigration. Ça aussi, il va falloir contrer ces éléments de langage assez rapidement. Ici, sur la perception du nombre d'étrangers, on a vraiment trois blocs, qui sont les blocs dont je parlais tout à l'heure. Il y a trop d'étrangers en France, c'est clairement majoritaire à droite et à l'extrême droite. Et il n'y a pas trop d'étrangers en France, c'est clairement majoritaire à gauche. Sauf que le PS est à 50% aujourd'hui. La religion qui pose le problème, c'est l'islam. Hein. Là, vous voyez trois courbes. La religion catholique ne pose pas de problème à la démocratie. La religion juive ne pose pas de problème pour 80% des gens. Par contre, la religion musulmane ne pose pas de problème pour moins de la moitié des gens. Donc, elle pose problème pour 60% des Français. On a vraiment là, on a réellement un problème désormais avec la religion musulmane et le peu de connaissances de la religion musulmane, notamment dans la population. Là aussi, il y aurait peut-être un travail à faire
pour le coup, d'éducation populaire sur ce que c'est que cette religion musulmane. La redistribution, et ben là, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'en gros, même les gens du Rassemblement national sont d'accord qu'il faut de l'égalité sociale. Plus d'égalité sociale, plus de redistribution. Donc là, à 59%, on considère qu'il faudrait prendre aux riches pour donner aux pauvres. Donc en gros, la taxe Zuckman, elle est majoritaire, même chez les électeurs du Rassemblement national. Pas chez ceux de Reconquête. Attention, là, il y a une différence entre les deux, très forte. On observe une baisse de la part des Français qui associent le réchauffement climatique à l'activité humaine. Là, on va dire que depuis 2022, il y a une légère baisse de l'écologie à tous les niveaux, mais surtout une légère baisse de l'attrait des écologistes, plus que de l'environnement en lui-même. Donc là aussi, il va falloir sans doute refaire un peu de pédagogie sur qu'est-ce que c'est que l'environnement et pourquoi il y a besoin éventuellement d'écologistes pour mettre en œuvre des solutions écologistes, notamment au plus proche, c'est-à-dire au moment des municipales. Là, on est en train de perdre, collectivement, on est en train de perdre vraiment beaucoup de points. Voilà. Si je résume, la victoire de l'extrême droite aujourd'hui, elle est en partie électorale et médiatique. Elle n'est pas encore sociologique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, il y a 3 blocs sociopolitiques en France. Un bloc que j'appellerais une sociale écologie. Ça, c'est les valeurs. La sociale écologie. Le libéralisme gestionnaire ici au milieu. On voit bien à qui ça correspond en termes politiques. Et la droite identitaire ici à droite. Ça, c'est les blocs de valeurs sociopolitiques. Ils se retranscrivent, ces blocs, en termes de valeurs et de sociologie, assez différentes. On a les valeurs d'écologie et de solidarité, les valeurs de progrès technique et de libéralisme, et les valeurs de tradition et d'identité. Vous allez me dire, bah oui, mais on voit bien à travers les résultats électoraux que Jean-Luc Mélenchon en 2022, Emmanuel Macron en 2022 et Marine Le Pen, en gros, ils sont à peu près à égalité. C'est Jean-Luc Mélenchon qui perd et c'est Emmanuel Macron qui est en tête et Marine Le Pen derrière. Eh bien, si on regarde les valeurs et ce que les gens voudraient, ce n'est pas du tout le cas. L'Observatoire des perspectives utopiques, qui est mené chaque année quasiment par un observatoire qui s'appelle l'Obsoco, Observatoire Société Consommation, qui est une entreprise, enfin un institut d'études, demande aux Français quelle serait la société idéale pour vous. Chaque année, la réponse des Français, c'est la société idéale serait une organisation de l'économie et de la société tendue vers l'équilibre et la sobriété. En gros, une utopie écologique et sociale. Depuis 2019, la majorité des Français répond cela. Et c'est la même chose qu'on a dans nos grandes études sur les Européens, sur les Français. Les valeurs d'écologie, d'environnement, de féminisme, d'antiracisme sont en hausse depuis 30 ou 40 ans au niveau de la société. Et c'est ça qui fait qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans le pays, puisqu'on a des gens qui votent à droite, mais qui, en réalité, une société qui n'a pas des valeurs forcément de droite. Sauf, depuis quelques années, et là c'est en rouge, cette utopie identitaire sécuritaire qui prend de plus en plus de points ces dernières années, qui est évidemment guidée, menée par une opération médiatique extrêmement forte depuis pas mal d'années. Mais la chose intéressante, c'est de voir que ça reste minoritaire d'une part, et surtout que l'utopie technolibérale, qui pourrait être celle, en gros, du macronisme, pour le dire rapidement, elle est vraiment rejetée par les Français. Elle ne pèse que 10%, l'utopie technolibérale. Donc en réalité, on est trompé par la façon dont les médias et la politique organisent la société, à l'inverse quasiment de ce que pense la majorité des Français. Donc la bonne nouvelle, c'est que en termes de valeurs et de sociologie, les idées d'antiracisme, les idées de féminisme, d'environnement et de solidarité sont majoritaires dans la société. La mauvaise nouvelle, c'est que personne n'est au courant parce que dès qu'on vote ou dès qu'on regarde la télé ou les réseaux sociaux numériques, on a l'impression exactement de l'inverse. Donc voilà. Donc en fait, pour résumer, je dirais, il va falloir que les gens qui portent ces valeurs soient beaucoup plus crédibles, beaucoup plus présents, beaucoup plus offensifs et arrêtent de se faire marcher sur la tête par des gens qui s'organisent pour squatter les plateaux de télévision et Internet et tous les autres modèles culturels. Voilà. Alors évidemment, c'est pas à vous que je vais apprendre que l'éducation populaire a pris du plomb dans l'aile ces 40 dernières années et qu'il faudrait évidemment la remettre sur pied pour pouvoir lutter, non pas à armes égales, ce serait extraordinaire, mais en tout cas reprendre un petit peu voix au chapitre et reprendre un peu cette bataille culturelle qui a été menée pendant pas mal d'années après la Seconde Guerre mondiale et qui semble de plus en plus
en train d'être perdu. Voilà, je vais m'arrêter ici pour laisser place à la discussion. J'ai évidemment tout un tas d'autres slides que vous pourrez regarder ensuite. Hein. Voilà, j'ai l'impression de vivre dans un environnement de plus en plus dangereux. 74% des gens sont d'accord. Voilà, je vous passe rapidement. En Europe et dans le monde, on voit la même chose, mais ce n'était pas le sujet qu'on voulait aborder ici. Et néanmoins, ça va avoir des conséquences, cette internationalisation, puisqu'ils vont peser sur les prochaines élections françaises. Il y a une internationale des nationalistes qui s'est mise en place à travers Internet. Et on a de plus en plus une galaxie d'extrême droite. Je vous ai mis ici un résumé avec toutes les personnalités dont vous pourriez avoir envie de connaître un peu qui ils sont et d'où ils viennent. Voilà. Je vous propose d'arrêter le partage et éventuellement de passer à une séance de questions-réponses si vous en avez.